Dans ce nouvel épisode, nous plongeons dans l'univers captivant de l'image grâce à David Gagneur, chef de mission de l'Iconothèque historique de l'océan Indien. Malgré les défis, l'Iconothèque est devenue un pilier dans la préservation et la diffusion de notre patrimoine visuel. L'Iconothèque cherche aussi à combler la fracture numérique en rendant ses trésors accessibles à tous. Mais comment numérise-t-on une image? Quelles sont les étapes à suivre jusqu'à sa publication? Comment sensibiliser jeunes et moins jeunes à utiliser de telles ressources? David nous explique alors, avec passion, les enjeux et les aspirations d'une telle organisation. Je vous laisse apprécier cet échange qui, croyez-le-moi, fut très enrichissant. Bonjour David, bienvenue sur le podcast et Bonjour. je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Tout d'abord, comment vas-tu aujourd'hui? Ben, très bien. Et le temps est pluvieux ici, mais tout va très bien. Super. Bon, bah, écoute, pour commencer, je vais te laisser te présenter et aussi je vais te laisser dire quelques mots à propos de l'Iconothèque, ton petit bébé depuis quelques années maintenant. Oui, alors comment se présenter, c'est toujours un exercice un peu délicat. Donc, je suis ingénieur, je suis docteur en histoire. Donc, au départ, j'ai fait des études longues à l'Université de La Réunion et j'ai fait une thèse sur les élites politiques, donc entre 1870 et 1914. Donc, il s'agissait d'augurer s'il y avait un renouvellement des élites politiques avec l'avènement de la Troisième République en France et à La Réunion. Donc les conclusions, c'est ni oui ni non en fait. C'est un peu une réponse en demi-teinte si je devais faire une conclusion rapide. Et j'ai l'opportunité après la thèse qui m'est offerte de travailler pour une collectivité, donc le département de la Réunion. J'entre d'abord par le biais d'un commissariat d'une exposition sur la laïcité interréunionnaise, qui est un peu différente de celle de la métropole, puisqu'elle ne s'est appliquée à La Réunion qu'en 1911, et on a tout fait pour surseoir à l'application de cette loi en considérant le fort sentiment de religiosité de la population. Donc les choses ont mis un peu plus de temps ici. Et après cette exposition, on m'a proposé de travailler sur ce projet innovant de numérisation du patrimoine iconographique de l'océan Indien, qui fédérait au départ plusieurs institutions départementales, des archives départementales de La Réunion, euh, la bibliothèque départementale de La Réunion, le muséum d'histoire naturelle, le musée historique de Villèle et le musée d'art Léon Théâtre. Donc, il s'agissait de mettre tous ces acteurs culturels autour d'une table et d'essayer de mettre en commun ce patrimoine iconographique de le diffuser sur les réseaux connectés, ce qui n'était pas forcément évident dès le départ. Lorsqu'on démarre, on est en 2005 hein, pour une livraison le 5 novembre 2011, donc l'Iconothèque a un peu plus de 10 ans maintenant. Il avait fallu vraiment convaincre de faire un travail de médiation, de sensibilisation à ce que c'était la numérisation. On n'avait pas l'habitude d'avoir des chantiers numériques. D'accord, donc un travail de longue haleine et une grande Oui, première de très longue pour La haleine. Réunion. Une grande première, bon, maintenant, ça n'est plus une, Oui, c'est-à-dire mais qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on a livré ce projet. Mon objectif était justement de proposer la création d'un service, parce qu'au départ, mes missions étaient concentrées sur la livraison d'une banque d'images. Bon, une fois qu'on a fait cette banque d'images, j'ai envie de dire, presque elle s'auto-alimente par l'agrégation de nouveaux fonds. Mais moi, j'avais envie de proposer autre chose. Ce qui a été validé ensuite par la collectivité dans laquelle je travaille maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. d'accord. Bah, écoute, merci pour toutes ces explications. Mais maintenant, c'est si tu devais te présenter en un seul mot, lequel choisirais-tu? Et de même pour l'Iconothèque, si tu devais choisir un seul mot pour représenter cet établissement-ci, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, un seul mot, c'est difficile pour me présenter, pas de problème. En revanche, pour présenter l'Iconothèque, pour résumer ce que fait l'Iconothèque, ça serait pas simple. Donc déjà, Moi, en un commence seul avec mot, toi. ok, d'accord. Curieux, je dirais, pour moi. D'accord? Ça a toujours C'est ce été qui de la m'anime. curiosité pour Ouais. l'histoire ou de manière C'est générale? pour tout, pour tout ce qui m'entoure, en fait. Chaque jour, en se réveillant,
on découvre plein de choses, plein de nouveautés, et il n'y a pas de routine dans mon métier, donc c'est ce qu'il y a d'intéressant. Donc, et si on devait résumer en un seul mot, oh, alors ça pourrait paraître un peu réducteur, mais je dirais partage. Partage. Alors avec ça, je dirais partage d'images, le numérique également, donc on pourrait ajouter plein de mots, voilà. C'est lancé, mais autour de la notion de partage, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu développer. Écoute, vas-y, si tu veux développer, c'est du partage, Ah vous, que bah, vous faites auprès des particuliers, partage, bah, mais aussi... oui, on l'a dit au départ, c'est plusieurs institutions qui mettent en partage des ressources culturelles, au sens où ces ressources sont des données publiques, donc elles ont vocation à être communiquées à des publics, donc on est dans une autre dimension de partage, donc partage en professionnel, de pratique, mais partage aussi des ressources auprès des publics, partage au niveau des territoires aussi, de la Réunion vers l'océan Indien, et puis ensuite entre les territoires de l'océan Indien et puis partage, parce qu'il y a toujours un retour dans le partage et que ce n'est jamais dans un seul sens. Quand on partage avec des publics, ben, les publics donnent aussi un retour, soit en termes de réception de ce patrimoine, toujours, en général toujours positif, alors pas toujours, parfois il y a des images qui peuvent choquer euh, nos internautes, mais on pourrait s'attendre à quelque chose de froid avec le numérique, de complètement intangible, et ce qui n'est pas le cas. D'accord. Et tu as toujours voulu, en fait, partager tes connaissances aussi, parce qu'il me semble que tu as le parcours de professeur à l'université. Et pour... Alors, Alors, vas-y. Oui, professeur, on va rectifier tout de suite, chargé de D'accord. cours, parce que je suis pas titulaire d'une chaire à l'université. Donc, à côté de mes activités professionnelles, je continue effectivement à donner des cours ou à intervenir lors de sessions de formation, que ce soit au plan académique de formation, par exemple, pour l'Académie de la Réunion ou pour le Centre national de la fonction publique territoriale, soit en lien directement avec l'Iconothèque, soit en lien, avec l'histoire de la Réunion. Et quand tu parles, par exemple, de l'Iconothèque en particulier, quelle est la réaction du public? Parce que je pense que très peu de personnes sont au courant de l'existence de l'Iconothèque. Donc, est-ce que les gens sont surpris, curieux? Alors, c'est vrai que de prime abord, aller à la rencontre des publics avec le terme d'iconothèque, c'est pas très grand public. En fait. Donc, on va toucher souvent des publics niches, des publics avertis, entre guillemets, et moins des publics empêchés ou éloignés. Et c'est de plus en plus notre fer de lance, justement, c'est d'aller vers ces publics que l'on n'arrive pas à atteindre, qui est un peu la mission de tous les professionnels de la culture, hein, au musée, bibliothèque et archives, finalement, on se rend compte, toutes les statistiques nous montrent en tout cas qu'on a du mal à toucher certains types de publics. Et l'Iconothèque participe, alors participe aussi à une mission un peu plus large qui est celle de la réduction de la fracture numérique, parce qu'on se rend compte que la population est touchée aussi par l'électronisme, et parfois l'image, c'est un biais beaucoup plus accessible, même si l'image n'est pas simple à décrire. C'est plus fédérateur. On arrive à toucher un public plus large. Donc, je n'entre jamais tout de suite en citant le nom de l'institution. Je parle souvent de bases de données d'images, de banques d'images, d'albums photographiques ou albums iconographiques plutôt en ligne. Mais c'est vrai que le terme d'iconothèque peut un peu rebuter au départ. D'accord. Et donc là, tu viens juste de te reprendre en parlant de photographie et d'iconographie. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Oui, alors iconographie, c'est l'image un peu plus protéiforme, c'est l'image au sens large. On va avoir le dessin, on va avoir l'estampe, on va avoir la peinture et on va avoir la photographie. Donc, album photographique, ça serait circonscrire l'image sur l'un de ces procédés en particulier. Alors que là, il s'agit d'une image au sens large du terme, sous toutes ses formes, sous tous ses procédés, en fait. D'accord. Et pour acquérir toutes ces connaissances, je pense que tu as dû être formé, bien sûr. Est-ce que ça s'est passé à La Oui, Réunion, en métropole, ailleurs dans le monde? Est-ce que tu as pu visiter d'autres iconothèques? oui, complètement. Alors, c'est vrai qu'au départ, tout ça
est empirique, mais rien ne remplace finalement cette expérience, même si on est formé. J'ai envie de dire que l'expérience pratique va former encore davantage. Alors oui, j'ai été formé à la suite d'un concours au musée Nicéphore-Niepce, musée de la photographie à Chalon-sur-Saône, et ensuite un stage d'intégration à l'iconothèque du musée du Quai Branly en 2013 notamment. J'ai été formé par mon homologue Karine Pelletier-Caroff, avec qui j'entretiens toujours d'excellentes relations aujourd'hui. Et ponctuellement, tu as d'autres formations sur divers sujets, je ne sais pas, par exemple les données personnelles Oui, ou la bien numérisation au sûr, XXIe siècle. oui, 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 parce que tout ça évolue très très vite. On vit cette révolution numérique au quotidien. Alors oui, effectivement, des formations en numérisation sur la propriété intellectuelle, sur les nouvelles technologies d'information et de la communication et un besoin de plus en plus pressant sur l'intelligence artificielle qui va, dans les années qui suivent, complètement changer notre manière d'intervenir, notre manière d'exercer notre activité professionnelle et même à terme, voir certains métiers de la filière culturelle disparaître. À ce point, tu penserais à À quoi ce en point, oui, particulier? je pense qu'il y a des tâches qui peuvent être automatisées. Euh, sur la gestion d'une régie, par exemple, en ligne. Ce sont des tâches qui pourraient être automatiquement automatisées sur le workflow de la gestion de toutes les demandes de reproduction, par exemple. Ça, c'est qu'un exemple, mais plus cette intelligence va devenir fine, parce qu'elle a besoin d'agréger comme ça des données pour devenir de plus en plus pertinente, plus il y a alors des risques, mais ces risques, il ne faut pas les subir non plus. Euh, je, je ne pense pas que l'intelligence artificielle peut ressentir de l'émotion encore face à une image. Ça, rien ne remplace l'expérience, le vécu humain. C'est sûr, c'est le grand débat en ce moment. L'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? Complètement. Et Exactement. donc, on parlait des images. Et qu'est-ce que vous avez, par exemple, à l'Iconothèque, majoritairement? Est-ce que ce sont des cartes, des photographies? Bah, je pense de la Réunion, mais aussi de l'océan Indien. Quel pays? Oui, alors si on parlait de différents entrées de l'image à l'iconothèque sur les supports, on a du verre, on a de la toile, on a du papier, on a essentiellement des tirages sur papier pour la photographie, donc tirage essentiellement positif. On a aussi des estampes qui sont en général des lithographies, donc de la gravure sur la pierre sur papier. Euh, on a ensuite les différents genres, parmi les différents genres que j'évoquais tout à l'heure, le dessin, la peinture, la photographie et l'estampe. C'est la photographie qui est la plus représentée parce que c'est sans doute le procédé mécanique le plus facile de l'image, en tout cas qui a permis à l'image d'être démultipliée. Donc, c'est ce qui explique cette surreprésentation de la photographie dans la banque d'images. Sur un territoire, oui, la Réunion, forcément, on a plus d'images sur la Réunion parce que c'est facile. L'Iconothèque est géographiquement basée à la Réunion et c'est plus évident d'envisager de trouver des images sur son propre territoire, bien qu'on n'entrevoie pas l'océan Indien à travers un prisme. Alors au départ, c'est vrai qu'on donnait à voir l'océan Indien depuis la Réunion et depuis 2017, notamment avec les fonds européens. Euh, nous avons la possibilité de développer à l'international et d'être dans une démarche partenariale avec plusieurs territoires. Donc, pour ne pas les citer, le Mozambique, les Comores, Mayotte, Madagascar, les Seychelles et Maurice. C'est super. Donc, tous ces différents pays et territoires, quels ont été les projets que vous avez pu mettre en place? Comment est-ce que ça se passe? Vous vous transmettez des images ou vous avez d'autres projets Alors, en commun en particulier? c'est vrai qu'on a structuré cette démarche partenariale euh, avec
comme cadre, un cadre juridique, les conventions de partenariat qui vont définir le périmètre, la durée, les effets de ce partenariat. Donc, en deux temps majeurs, d'abord celui d'une mise en réseau des patrimoines iconographiques de l'océan Indien autour de trois axes. La numérisation, la création d'un réseau de professionnels et la labellisation. Et une fois qu'on a franchi cette étape, qui se poursuit actuellement, on pense tout de suite au public. Donc, on va être dans le deuxième temps important, qui est celui de l'appropriation de ces contenus iconographiques par les populations de l'océan Indien. Trois axes là aussi, la transmission pédagogique avec un concours régional de photographie et un jumelage de deux établissements, à Maputo, à Saint-Denis-de-la Réunion, l'octroi de bourses de résidence pour six territoires de l'océan Indien, donc six artistes ont été retenus, chacun sur leur territoire. Et enfin, la- je dirais le point culminant qui est l'organisation des entretiens du patrimoine iconographique de l'océan Indien qui se sont tenus l'année dernière et qui permettent vraiment de mesurer le chemin qui a été parcouru et de poser, de faire un bilan et de poser les bases de ce qui pourrait être envisagé à l'avenir. C'est super, on souhaite que tous ces partenariats perdurent, surtout dans le temps. Et donc là, par rapport aux fonds européens, ce sont des projets qui visent jusqu'à quelle année à peu près? Alors là, on a bouclé, nous, le gros programme qui se déroulait de 2014 à 2020, même si avec la crise sanitaire, tout ça s'est un petit peu déporté dans le temps jusque, jusqu'en 2023. Donc, on a bouclé ces deux gros moments donc de mise en réseau du patrimoine iconographique de l'océan Indien, de l'appropriation du patrimoine iconographique par les populations. Et on envisage déjà l'avenir, on réfléchit en essayant de sonder nos partenaires, notamment au niveau de leurs besoins. Je pense à la conservation cognitive, à la formation. Donc, autant d'éléments qui peuvent être déjà abordés en amont avant de nous positionner sur un nouvel appel à manifestation d'intérêt. Surtout ce parcours, qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur peut-être? Est-ce que c'était le début ou il faut vraiment tout construire de zéro? Est-ce que c'est arrivé plus tard où il fallait former peut-être des personnes qui travaillent avec toi, recruter? Je pense qu'il y a eu beaucoup de Ouais, difficultés, mais si tu devais en choisir une ou deux, est-ce que tu pourrais les partager avec nous, s'il te plaît? Alors, je vais en choisir deux. Effectivement, les débuts extrêmement difficiles parce que personne n'y croit. Et puis tout le monde va être là forcément pour couper le repas. Mais c'est pour moi presque un rite de passage dans ma collectivité, c'est d'aller jusqu'au bout d'un projet et de le livrer. Alors effectivement, au départ, je suis seul, hein, je suis recruté comme chef de projet. Et à partir de 2012, exactement, je vais constituer une équipe. Donc ça, c'est ce qui, ce qui est extrêmement chronophage, c'est d'installer toute une structure, de la rendre viable, cohérente et j'ai envie de dire d'utilité publique aussi, puisque n'oublions pas qu'on on est dans une administration au service des publics d'un territoire, et en l'occurrence même de plusieurs territoires avec la coopération régionale. Euh, et l'autre aspect peut-être difficile, c'est d'essayer de maintenir une équipe à flot, d'essayer de garder des effectifs constants. Alors, lorsqu'on n'a pas forcément la possibilité, on va l'envisager par le biais de l'externalisation de certaines prestations. Mais il faut quand même un noyau dur parce qu'on est de plus en plus sollicité. J'ai la chance d'avoir que des cadres dans mon service qui montrent aussi le degré de technicité qu'il faut pour travailler avec les plaques historiques de l'océan Indien. Mais c'est vraiment essayer de garder la cohérence au niveau de cette équipe, c'est du management finalement, pour essayer de l'emmener derrière soi et d'avoir un objectif commun. Alors, il y a des départs, il y a des arrivées, mais euh, la gestion des ressources humaines peut être aussi très chronophage. Tu expliques que tu as une équipe, mais je pense que tu fais appel aussi à des personnes extérieures. Est-ce
Pourquoi en Oui. particulier? Pour la numérisation, je pense, ou pour d'autres, je ne sais pas, des interventions? Comment est-ce que ça se passe, la numérisation d'une image, par exemple? Bah, la numérisation d'une image, on l'a fait soit en interne, puisque nous avons, au numérique, nous avons un banc de numérisation qu'on utilise avec nos collègues des archives départementales. Mais ensuite, au plan de charge qui est de plus en plus important, on va externaliser effectivement presque quasi-totalité maintenant des données à numériser avec des prestataires à l'extérieur. Donc, ça va être la même chose pour la description d'image aussi. On va être davantage dans un contrôle scientifique et technique et on va externaliser aussi la description d'image. Euh, Puis, ça va être aussi le recours des prestataires extérieurs pour tout ce qui est solutions innovantes. Je pense notamment aux tables numériques, interactives, IconoTouch. Je pense à la création d'applications ludo-éducatives, par exemple. Donc, bon, voilà, en général, on développe nous, des scénarios et tout ce qui est développement, mise en service, sont externalisés auprès de prestataires. Et combien de temps est-ce que ça prend pour du moment où on récolte une image jusqu'à sa mise en ligne sur le site de l'Iconothèque? Alors, tout dépend de la volumétrie, pardon, des images que l'on a à traiter. Si on en a deux, j'ai envie de dire que normalement, ça pourrait pouvoir se faire assez rapidement en une semaine, mais c'est rarement le cas. C'est vraiment une Tant mieux. opération que l'on fait au compte-gouttes. On a vraiment des quantités beaucoup plus importantes d'images à régler. Alors, je vais donner un cas pratique que j'ai en tête sur un lot de 3000 images à peu près, de la numérisation à la mise en ligne. On en a à peu près pour 4 à 5 mois à peu près, pour 3000 images. D'accord. Voilà. Et actuellement, il y a combien d'images dans la banque d'images de l'Iconothèque? Alors, on est à 50 000 images qui sont numérisées et 30 000 qui sont décrites et mises en ligne, c'est-à-dire consultables par des publics. Et tout le monde y a accès sur n'importe quel particulier. Tout le monde y a accès. Donc, si tu Tout le peux monde là, y a accès c'est le 24 heures site sur web, 24. ça. Ouais, le site web www.ihoi.org, donc Iconotech, historique de l'Osmania, ce qui explique l'acronyme, euh, et .org pour l'aspect plus sérieux d'une organisation, en fait. C'est pour ça qu'on l'a voulu. On l'a pas voulu en FR ni en .re pour le nom de domaine. On voulait vraiment être au-dessus de la mêlée et pouvoir fédérer euh, un nombre large de partenaires importants. Donc, sur le site de l'Iconothèque, on peut retrouver de tout, des paysages, des photos de la vie de tous les jours, je sais pas, des habitations, des plans, des cartes de la Réunion. Oui, alors c'est important de le dire aussi, on n'est pas dans une dimension donc d'image beaux-arts. Donc, bien sûr, les œuvres d'art ont toute leur place dans la base de données de l'Iconothèque, mais si j'ai un album de famille de la fin du 19e siècle, il m'intéresse également parce qu'il va permettre de restituer un passé, ce qui explique que c'est vraiment une banque d'images pluridisciplinaire qui s'étire du 16e au 20e siècle et qui montre, qui donne à voir en tout cas euh, de nombreux aspects qui permettent de révéler effectivement des paysages, des us, des coutumes, des représentations du monde passé ou présent, un peu plus de l'histoire du temps présent. Donc, l'image la plus vieille que vous ayez actuellement, ça elle date de quand? Donc, du 16e siècle, tu disais, mais C'est une mise en tombeau, oui, qui est conservée au musée Léon Diaks et qu'on date effectivement autour des années 1500, 1550, je crois, si je dis pas de bêtises, à vérifier. et pour toi, personnellement, là, vraiment, d'un point de vue personnel, quelle est l'image ou qui t'a le plus marqué ou le plus parlé, même si tu as dû en voir bah, des centaines et des milliers? Parce que là, en tête, il y en a une, tu te dis, celle-ci, je l'encadrerai bien, bien chez moi. Alors c'est marrant parce que cette question m'a été posée plusieurs fois cette année.
Donc, je, je me dédirais si je ne répondais pas encore une fois à la Ouais. même image. C'est cette mascotte, en fait, de cette petite fille, la belle Tina, qui est dessinée par le marquis Prévis, qui va épouser la fille du riche conteur sudiste, le Couat de Kervéguen, dans le sud de Paris, dans les années 1860. Et elle a un air facétieux que l'on trouve attachant. Donc, pourquoi? Alors, pas tout le monde dans l'équipe se reconnaît dans cette image-là, mais une grande partie de l'équipe, en tout cas, c'est devenu une sorte de mascotte pour nous, hein, à l'Iconotech. J'invite tout le monde à aller chercher sur le site de l'Iconothèque pour voir cette image. Une question aussi que je me posais, c'est est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur la découverte d'une image ou une rencontre que tu as pu faire avec quelqu'un qui est venu déposer du contenu? C'est un lot d'images, en fait. Euh, c'est un lot de plaques de verre euh, qu'une dame, Clairette Maillot, qui est d'ailleurs qui est un agent de la collectivité pendant longtemps, qui est maintenant à la retraite, et qui me dit, Monsieur Gaillard, mais personne ne veut voir une plaque de verre, est-ce que vous accepteriez? Moi, je pense qu'ils ont peut-être un intérêt. Et j'ai dit, mais oui, ma propre grandeur, vous allez me voir, elle me dit, écoutez, ces plaques de verre sont datées des années 1960. Je dis très bien, allons les découvrir, les revoir ensemble. Puis là, je prends ma loupe, je scrute et très très vite, je me dis qu'on n'est pas du tout avec des images des années 1960, mais davantage de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Donc, comment on le sait? Par les techniques déjà, et puis par la manière dont les femmes sont vêtues, avec les corsets, très resserré, la mode typique de la fin des années 1890-1900, qui nous permettent de mieux dater ces images. Et alors, elle est enthousiaste, elle me dit, bon, bah, écoutez, je vous fais un don, ces images, parce que ce sera bien mieux conservé et utile chez vous que chez moi, où ils sont en train de se dégrader. Et ça a été effectivement le cas, puisque on voyait sur euh, la la couche, notamment ce qu'on appelle dans le jargon la gélatino-bromure d'argent, qui commençait déjà à, à s'effriter sur la plaque de verre. Donc on était assez émus parce que c'est le premier don qui est fait par propriétaire privé à l'Éconothèque et l'objectif que tu fais de numériser et de partager auprès de nos publics. Donc, on ne perd pas de vue cette dimension de partage évoquée un peu plus en amont de cet échange. Hmm. C'est très intéressant. Donc, pareil, elles sont aussi disponibles sur le site. C'est bien ça? Oui, Oui. pas encore, elles sont en cours de traitement parce qu'il faut qu'on les décrive. Alors, ça va pas être une mince affaire puisque la plupart des images sont muettes. On sait que on les situe à Madagascar. Il y a quelques indications, Ténérife, Voïmar, mais il va falloir davantage donner de précision pour les remettre dans un contexte. Ça, j'ai oublié peut-être de le dire, c'est important de resituer les images dans un contexte et de ne pas faire d'anachronisme, de ne pas juger les images avec nos propres repères culturels d'aujourd'hui. Donc voilà, Et donc, dans la elles sont produites à un description, moment donné. ouais, dans la description, vous avez, je pense, un guide, des index de mots que vous pouvez utiliser peut-être ou... Oui, oui, Ouais. complètement. On a le répertoire Ramon pour tout ce qui est description intellectuelle des contenus, qui est un répertoire utilisé par la Bibliothèque nationale de France. Et pour la description analytique des images, c'est-à-dire les champs, champs, auteur, titre, date, etc., on se réfère à une norme ISO qui est le Duplicore Metadata. Donc là, je pars vraiment avec des termes spécifiques que les professionnels pourraient facilement identifier. Ben, beaucoup, beaucoup de travail, effectivement. Comme tu l'avais déjà Oui, évoqué, oui. c'est sur tous les fronts, que ce soit sur la restauration, la description, la mise en ligne, le partage aussi des données en termes de Et de plus en plus, communication. la médiation dans cette dimension de partage, il se passe pas une semaine sans qu'on les communique à des publics. La semaine dernière, par exemple, on avait
des étudiants en lettres, en géographie, en allemand, en espagnol, qui sont regroupés dans un module qui venait à découvrir l'Iconothèque. Donc l'occasion, encore une fois, de faire découvrir. Donc là, sur un groupe de 40 étudiants, il n'y a qu'une seule étudiante qui connaissait l'Iconothèque. Donc Oh, voilà, on prend notre bâton de pèlerin et on essaie de convaincre. d'accord. Donc là, c'est la médiation auprès des plus âgés, mais tu as aussi la médiation auprès des plus jeunes. Donc je crois que c'est grâce à l'Iconotouch. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Oui, alors l'Econotouch, on l'a développé dans le cadre d'un appel à projet, un service culturel numérique innovant lancé par le ministère de la Culture en 2014. Et on a fait le choix à l'Iconotech de se positionner parce qu'il y avait deux critères d'éligibilité, le tourisme et la jeunesse. Nous, on s'était positionné sur la jeunesse et on voulait vraiment créer des parcours d'éducation artistique et culturelle pour des publics jeunes sur des tables numériques qui privilégient donc l'interaction et des tables numériques itinérantes donc dans tous les établissements scolaires du département. Et c'est un réel succès depuis, à un point tel que nous, on avait déjà euh, des réservations jusqu'en 2025 là, mais on doit faire l'achat d'une nouvelle table, donc du matériel, dont l'obsolescence est assez rapide, et les deux tables sont tombées en même temps. Donc, et cela fait 6 ans maintenant qu'elles sont en circulation dans les établissements. Mais c'est aussi un bon signe, ça veut dire qu'elles ont servi et qu'il faut répondre à ces attentes. Donc, c'est vrai que les tables reconnaissent un énorme succès. C'est super et on espère que bah, l'achat de cette nouvelle table pourra se faire et peut-être davantage de tables. Mm. Oui, alors oui, ça a un coût, À effectivement. venir, à On venir. désespère. Oui, 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 on désespère pas de pouvoir aussi réparer celles qui connaissent des avaries. Voilà. Et donc à disposition des élèves, c'est quoi? C'est des mini-jeux? C'est la banque d'images? Qu'est-ce qui est proposé Alors, exactement? alors c'est la partie de la banque d'images qui est déjà libre de droit. Donc, ce sont pas les images des partenaires, ce sont pas des images de fonds privés pour lesquels il pourrait y avoir des problèmes de droit, parce que le principe est bien sûr que les enseignants et les élèves puissent pardon, travailler en toute liberté sur les contenus. Euh, Ensuite, ils ont un mode grand public où ils vont découvrir par le biais de la géolocalisation, par le biais d'une approche chronologique ou thématique, les images euh, sous toutes leurs formes. Donc là, c'est à l'enseignant de construire son parcours. Bien sûr, il a des aides avec des fiches pédagogiques, puisqu'on a créé un site dédié à l'Iconotouch, où on retrouve tous ces outils qui sont mis en ligne. Et puis, il y a une deuxième approche sur des ateliers plus thématiques avec le même gabarit de page. Donc, on a un atelier sur la biodiversité à La Réunion, sur les grandes dates de l'histoire de La Réunion, sur la Grande Guerre, sur l'esclavage, qui propose euh, une sélection d'images pertinentes sur le sujet. Dans un deuxième temps, ensuite, on propose de reconnaître les images et de les classer sous des piles thématiques. Et la troisième étape se termine par une expérience ludo-éducative d'association d'images, de quiz, de memory pour les plus petits ou de puzzle. Donc voilà, mais il y a de multiples expériences possibles. Cela reste très ludique, donc c'est le plus important, je pense, quand on vise ce type de public. Exactement. Mais ça vient en complément aussi d'une séance classique d'enseignement. C'est pas une fin en soi, le numérique. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'est née pendant le confinement aussi la volonté de rematérialiser l'image avec l'Iconobox. Donc l'Iconobox est venu en complément de l'Iconotouch, qui est l'outil numérique. L'Iconobox, pardon, elle va être la mallette pédagogique qui va embarquer des originaux avec des peintures, avec des photographies, des estampes, des dessins qui permettent aux élèves de voir l'évolution historique de l'image, de remettre, d'avoir de la matérialité de ces images. Alors, ils sont souvent justement plus
enclins à aller vers les terminaux connectés. Et bien là, non, on veut les ramener vers du concret et leur montrer que ben, s'ils sont en face d'images complètement virtuelles aujourd'hui, ces images ont aussi une existence tangible. C'est vraiment cette approche historique de l'image que l'on souhaite avoir avec les élèves et on a déjà testé pas mal d'établissements et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on est assez heureux des résultats. Et ce sont plutôt des professeurs de quelle matière qui viennent vous voir d'histoire, d'art plastique ou c'est assez varié? Alors non, pour l'instant justement on a testé surtout avec les niveaux élémentaires, donc des élèves de CM1, CM2 essentiellement et euh, on les a appelés un peu des bêta-testeurs et avant de les envoyer, pour l'instant, on a plutôt touché des collégiens ensuite. Mais on s'aperçoit que ça peut très très bien prendre au niveau du premier degré comme du second degré finalement de l'enseignement. D'accord. Pour moi, il y a un sujet que j'aimerais aborder. Cela concerne bah, le stockage des images et peut-être l'énergie que ça demande. Euh, S'il y a une coupure d'électricité, par exemple, ou que vos serveurs lâchent, ce que je ne vous souhaite pas, clairement. C'est arrivé. Quelle est la procédure? Est-ce que vous avez ben, des doubles ou l'énergie que ça consomme? Tout ce côté peut-être un peu plus technique, comment est-ce que ça se passe? Alors, nos images sont conservées à la direction informatique, pour faire simple, hein. Je ne vais pas donner l'acronyme qui est DSID. Pour faire simple, on va dire la direction informatique, euh, qui en fait s'occupe de tout l'hébergement de nos images en haute définition. On a ensuite une passerelle qui est faite pour importer ces images dans le logiciel, qui est chez un prestataire extérieur de la collectivité cette fois, et par le biais d'une sorte de moulinette, c'est complètement transparent pour nous, vont dégrader toutes ces images qui sont en haute définition en JPEG 72 dpi pour être visibles sur Internet. Euh, Étant entendu que nous, on importe les images en haute définition dans notre logiciel et on va devoir aussi les décrire, souvent par l'eau d'ailleurs. Et ensuite, l'indexation peut se faire soit en petits lots, soit de manière individuelle. Euh, on en est actuellement à peu près à 4 téraoctets d'images euh, pour, allez, on va dire 50 000 images à peu près. Euh, et avec des systèmes de sauvegarde hebdomadaires. Alors, il est arrivé effectivement que le serveur tombe, hein. La collectivité n'est pas à l'abri d'attaques au niveau de la cybersécurité. Ça s'est déjà produit par le passé, notamment pendant le confinement. Et c'est là où nous, on doit faire preuve d'ingéniosité, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire exister la base euh, indépendamment des problèmes techniques que nous rencontrons. Le souci, c'est vraiment de jamais rompre le lien entre l'utilisateur et les producteurs de contenu que nous sommes. Je dois dire que les réseaux sociaux jouent un aspect fondamental dans cet aspect de démocratisation de l'accès à l'image. Sur Facebook, par exemple, on a 27 000 followers, euh, essentiellement de Madagascar, ce qui peut dérouter et surprendre. On a 70% de followers malgaches, plutôt des hommes âgés de 18 à 25 ans. Sur Insta, on est autour de 4000 followers, essentiellement réunionnais et mauriciens. Pareil, on s'attend à avoir un public féminin, mais un public masculin aussi, 18-25 ans. On est présent aussi sur X, mais de manière un peu plus discrète, parce qu'on a du mal à fédérer, et puis je pense que c'est pas forcément un réseau social vers lequel nous sommes efficaces, en tout cas. Sur YouTube, on est davantage sur la diffusion de contenu. C'est là qu'on peut retrouver bientôt tous les entretiens qui ont été filmés en ligne ou toutes les petites capsules que l'on met à la disposition
de nos utilisateurs qui ont été réalisés. Et puis, je terminerai par un réseau qui, pour moi, m'apporte énormément, c'est LinkedIn, euh, où là, j'interagis avec une communauté professionnelle, donc à la fois sur mon profil personnel, mais aussi sur le nom de l'institution. Il y a 2 pages. Ça permet sur le plan personnel de faire connaître mon activité. J'ai fait un dernier post, par exemple, sur le titre et l'image. Avant, j'avais fait un post sur le format de l'image. Bon, voilà. Donc, c'est essayer vraiment de prendre du recul et de penser l'image. Euh, et sur la page LinkedIn professionnelle, c'est davantage la communication institutionnelle. C'est qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous produisons et à quel public, quelle est la réception des publics finalement. Voilà. Tu Je sais disais pas que si j'ai totalement répondu à la question, mais bon. bah, je pense que oui, on comprend. Tu disais que les entretiens allaient être publiés sur YouTube. Est-ce que cela concerne les entretiens C'était les entretiens, non pas du patrimoine, mais c'était en mai de l'année dernière. Si, si, tout à fait. Ouais. C'était les entretiens du patrimoine iconographique de l'océan Indien du 24 au 26 mai 2023, donc l'année dernière, où nous avons réuni 70 participants de 7 territoires de l'océan Indien et nous avons eu 300 participants sur les 3 jours sur place. Donc c'est une belle réussite avec une retransmission en ligne également des interventions, des ateliers qui se sont déroulés. Donc, on les avait appelés entretien parce qu'on voulait pas d'un entre-soi scientifique. Vous avez aussi bien des journalistes, des éditeurs, des enseignants, des élèves, des artistes qui sont intervenus durant ces 3 journées, des techniciens aussi d'image, un politologue qui est intervenu. Donc, c'était vraiment tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'image qui nous intéressait. Donc, avec une approche pluridisciplinaire et pas forcément auto-centrée sur un colloque scientifique. Alors, c'est pas euh, condescendant ce que je dis, mais c'était vraiment de toucher un public large. Donc, tu nous parlais aussi du public qui vous suivait sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu sais quel est le public qui potentiellement utilise vos images ou du moins va sur votre site? Est-ce que ce sont plutôt des curieux, des professionnels ou est-ce que vous avez accès à ce genre de données? Alors, Non. oui, on a accès à ce genre de données assez fines et on se rend compte qu'on a affaire à un public niche, essentiellement un public de professionnels. D'ailleurs, cela se mesure au niveau de la régie également, c'est-à-dire de la gestion des reproductions des images, parce que l'utilisation en général est libre et gratuite dès lors qu'il n'y a pas d'incidence commerciale, de l'utilisation à titre commercial. Donc des enseignants, des élèves dans leurs travaux pédagogiques ou des projets d'exposition, par exemple, utiliser les images librement, à condition qu'elles ne proviennent pas de fonds privés ou de fonds de partenaires, et partenaires étrangers, notamment, j'ai oublié de le préciser, qui ont leur propre régie. Euh, oui, on a affaire à un public de spécialistes quand même, d'éditeurs, d'enseignants, des médias nationaux. Arte nous demande des images, par exemple. D'accord. Pour des France reportages TV ou des... également, voilà. Donc pour des reportages, donc on est souvent sollicité. Euh, les maisons d'édition, les graphistes, les artistes, énormément. Donc beaucoup Je d'artistes dis font donc, appel. oui, complètement. Beaucoup d'artistes font appel à l'Iconothèque, qui est reconnue dans cette communauté de créateurs et ça nous interpelle parce que cette reconnaissance est mondiale et lorsqu'on avait lancé un appel à résidence en 2021, on s'est aperçu que on avait plus de réponses de l'étranger. On s'est dit que c'était un signe et que pour une année, il fallait donner la place à un artiste étranger et c'est une artiste photographe hispano-suédoise qui est qui est venue en résidence à La Réunion pendant 6 mois et a laissé des installations sur le parvis là, du théâtre de Champfleury sur la femme plurielle.
et sur l'idée des migrations, notamment une installation éphémère au Lazaret de la Grande Chaloupe. Pas forcément des artistes de l'océan Indien, c'est bien ça. Donc là, on a bien vu que c'est Ah, quelqu'un si, si, aussi si, d'Europe, mais si, si, vraiment de tous oui, je veux horizons. dire, oui, de tous Mm. horizons. On est vraiment identifié aussi bien dans l'océan Indien qu'à l'international. Euh, les artistes, en tout cas, utilisent Iconotech, ce qui est plutôt gratifiant. C'est-à-dire Bon, qu'on n'a c'est plus sûr. rien à faire de ce côté-là déjà. C'est bien, ça veut dire que vous faites du très bon travail. Donc, continuez comme ça. On C'est continue, c'est ce qu'on on vous persiste. souhaite. Et donc, l'Iconothèque, alors, c'est un site web, ce sont des réseaux sociaux, ce sont des activités auprès d'un public plus jeune et aussi d'un public moins jeune. Mais il me semble que c'est aussi une boutique. Est-ce que Oui, tout à tu fait. peux nous Alors, en parler de la boutique de l'Iconothèque? la boutique est née pendant le confinement, avec l'idée qu'on a à disposition une banque d'images patrimoniales, pardon, absolument magnifique, et qu'on souhaitait créer une collection de produits dérivés destinés à la vente en ligne, puisque l'hypothèque, c'est un service culturel numérique. De là, on s'est forcé pour la création d'un site commercial en ligne et on a créé une collection. Alors là, je dois dire que c'est absolument enthousiasmant de voir des lithographies de Roussin atterrir, à transformer ou à poser sur des coussins, ou voir, par exemple, de la flore réunionnaise gravée sur des gourdes en bambou. Donc voilà, extrêmement enthousiasmant. Et le parti pris aussi, c'est de créer de petites collections, donc avec des séries limitées. Euh, Là aussi, on a des publics niches. Et surtout, de dire que nos produits ont une histoire. Parce que nos images ont une histoire. Et c'est le message que l'on veut faire passer. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un produit, vous avez un cartel qui décrit l'historique de l'image, qui est l'auteur, comment l'image a été produite, quels sont ses formats, y a-t-il des connaissances particulières à acquérir avant d'acheter ce produit. Donc, c'est vraiment la plus-value, en fait, de ce que l'on vend. Et donc, pour retrouver la boutique, on y a accès via directement le site web de l'Iconothèque ou est-ce que c'est une autre Non, adresse? non, non. Alors, pour l'instant, il y a une autre adresse. Alors, désolé, c'est pas très simple, mais on est en train de travailler sur le nom de domaine. C'est la boutique tout collé, donc laboutique.cg974.fr pour pouvoir y avoir accès. Mais je vous promets un nom plus simple dans les mois à venir. Donc, si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent acheter des produits de l'Iconothèque, ce sera possible bah, déjà de commander via le site et après ils doivent venir sur place pour récupérer ou est-ce que vous avez un service de livraison? Oui, alors c'est important. C'est vrai que on a eu quelques soucis pour avoir le module de paiement en ligne, donc c'est pas un frein là aussi. Donc on fait du click and collect comme ça s'est fait hein, depuis le confinement. Donc le point de collecte essentiel se trouve dans le bâtiment des archives départementales. On prend un petit rendez-vous et ma foi, ça fonctionne très bien. Donc, pensez-y pour la fête des mères, la fête des pères, Noël. Exactement, Exactement, tout à fait, voilà. tout à fait. Je ne sais Et pas je vais en encore quand parler est-ce en que ce réunion cet podcast après-midi d'ailleurs. sortira, mais ce sera aux alentours de fin avril, Ok, début mai. Donc, la fête des mères approchera si vous avez besoin d'idées de cadeaux. parfait, parfait. Bon, bah David, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière question pour Merci. toi. Alors, C'est est-ce qu'il oui. y a une activité ou une discussion que tu aimerais entreprendre avec, que ce soit d'un point de vue personnel ou à propos de l'Iconothèque, ou un projet que tu aimerais commencer, mais tu n'as pas encore eu le courage de le faire ou l'opportunité de commencer. Alors, plusieurs projets. Euh, Ce qui m'intéresse déjà, c'est de rematérialiser encore une fois cette image par le biais de publications. Donc, on a un très bel ouvrage qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Images de l'océan Indien avec à la forme, un peu à la manière des albums de photographie du 19e siècle où l'image avait
euh, été offert en tout cas à ses lecteurs euh, de manière vraiment tout entière. En fait, l'image se donne tout entière à ceux qui la regardent. Donc, c'était vraiment le parti pris. Donc, j'aimerais vraiment lancer une collection sur ce type d'image. Et puis, il y a un deuxième projet qui est numérique, euh, qui est immense, grandiose, et pour lequel, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trouver les moyens, donc je n'en dis pas plus, euh, qui existe déjà dans un musée américain et que j'aimerais voir transposer ici parce que je pense que la matière, on l'a. Donc, c'est ça qui est intéressant et la technologie se met au service des contenus. Donc, ça, il faut pas l'oublier. Ce sera sans doute le prochain projet qui prendra peut-être des années, mais je suis opiniâtre et j'espère que je vais parvenir en tout cas à trouver les ressources techniques, humaines et financières pour qu'il puisse aboutir. Ben, on vous souhaite de réussir, je te souhaite de réussir, et on sera là pour suivre toutes ces aventures. Donc pour vous retrouver, il y Avec a les plaisir. réseaux sociaux, je crois, qui sont, heu, donc tu en as déjà un peu parlé, donc vous êtes sur LinkedIn, Instagram, YouTube, tous avec le même nom, c'est Facebook, ça? Facebook, donc ouais, Iconothèque de ouais, l'océan Indien? Iconothèque historique de l'océan Indien et vous atterrissez sur les pages officielles. Et pour le LinkedIn, c'est ton profil professionnel ou pareil, est-ce que c'est Oui, la alors page, soit David de Gagneur ou soit Iconothèque historique de l'océan Indien également. Donc il y a deux pages. bah, écoute, j'invite tout le monde à te contacter, à se renseigner, à être curieux et de prendre Et un à petit interagir, et à interagir. et on se fera un plaisir de vous répondre. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment et j'espère que beaucoup de personnes auront aussi apprécié ce podcast. Merci Pauline, à De bientôt. rien.